Non, vous avez rien foutu. Ah oui, merde, ça filme. Bon, alors voilà. Bon, du coup, qui était pas là? Toi, t'étais pas là? Toi, vous avez vu la vidéo tous les deux? Parfait. Du coup, je vais revenir brièvement sur ce qu'on a vu la dernière fois quand même, pour poursuivre, et reprendre l'allégorie de la caverne, parce que j'ai été un petit peu vite la dernière fois, et que cette fois j'ai pas oublié mes livres, ça va aider déjà. C'est beau, oui. Du coup, j'ai insisté la dernière fois sur l'importance entre la théorie et la pratique en philosophie, qu'on a trop souvent tendance à distinguer. Et j'ai essayé de montrer que justement l'une faisait avancer l'autre tout le temps et qu'il n'y avait pas de raison en fait de les distinguer. On a aussi parlé du coup du rapport entre le philosophe, l'autre et le vrai, et que ça ne pouvait pas être un rapport uniquement du philosophe avec le vrai, et qu'il fallait toujours que ce soit avec autrui, ce qui le différenciait d'ailleurs de la science, où la science va étudier principalement l'objet qui est en face d'elle, alors que la philosophie va être en lien avec deux sujets et un objet. Comme j'ai ramené les textes, je vais vous lire l'extrait du coup d'éloge de la philosophie de Merleau-Ponty où il en parle. Je vais essayer d'aller doucement, vous me faites répéter si je vais trop vite, mais c'est important, et plutôt que de faire des paraphrases qui sont mauvaises, autant lire directement. Alors, Merleau-Ponty écrit « Une philosophie de ce genre comprend sa propre étrangeté, car elle n'est jamais tout à fait dans le monde, et jamais cependant hors du monde. L'expression suppose quelqu'un qui s'exprime, une vérité qui l'exprime, et les autres devant lui qui y s'expriment. Le postulat de l'expression et de la philosophie est qu'il peut être satisfait simultanément à ces trois conditions. Donc il faut qu'il y ait le philosophe, ou en tout cas deux sujets, et un objet, et l'objet du vrai. La philosophie ne peut être un tête-à-tête du philosophe avec le vrai, un jugement porté de haut sur la vie, sur le monde, sur l'histoire, comme si le philosophe n'en était pas. Et elle ne peut pas davantage subordonner la vérité intérieurement reconnue à aucune instance extérieure. En gros, ce qu'ils disent simplement, et qu'on y revienne, c'est que voilà, encore une fois, j'en avais parlé aussi lors du premier cours, on a souvent tendance à penser que le philosophe a un peu la tête dans les nuages et qu'il se situerait en fait au-dessus des autres et qu'il essaierait donc d'analyser ça au-dessus. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse, c'est très très concret, et on peut reprendre encore une fois la figure de Socrate, qui du coup marche dans la rue et dialogue avec tout le monde. Et donc la philosophie elle est très très concrète, et il ne s'agit pas justement de se mettre à distance par rapport, comme s'il y avait la masse, et que toi tu étais au-dessus d'un philosophe, et que donc tu pouvais proposer des analyses qui sont, je sais pas, non, je vais pas citer de nom en fait, c'est pas une bonne chose. Alors on va rester en paix. Voilà, donc ça j'y ai attardé un certain moment. Et j'ai essayé aussi de commencer à faire une définition de ce qu'est la philosophie, qu'on va voir tout au long du cours, enfin tout au long de l'année, et de ce à quoi ça peut servir a priori. D'ailleurs, là-dessus, je fais une petite digression pour commencer, mais souvent on me pose cette question aussi, à quoi ça sert la philosophie, etc., sans tenter d'y répondre davantage que je ne l'ai déjà fait dans le précédent cours et dont on va le faire maintenant. Je pense aussi à d'autres choses dont on pourrait se dire, mais à quoi ça sert? Je pense à la musique, je pense à l'amour. A priori, ça sert à rien, mais si on les retire de la vie, c'est quand même très problématique, quoi. Moi, la philosophie, c'est à peu près la même chose, en fait, finalement. Si on retire la philosophie, si on retire l'amour, si on retire la musique de la vie, c'est quand même un peu moins gai, et ça peut être embêtant. Alors qu'en soi, visiblement, on pourrait très bien s'en passer. D'ailleurs, ça satisferait certains qu'on s'en passe. Donc vous n'avez pas de questions sur cette... Ok. Donc on va reprendre l'allégorie de la caverne correctement cette fois. Ils sont mes... Est-ce que quelqu'un veut bien me refaire l'allégorie de la caverne, m'en reparler, pour voir si j'ai géré ou si vous n'avez pas bien compris, et comme ça je m'attarderai sur ce que j'ai pas compris. Allez. Silence. Bah Ali, tu parles. Mais pourquoi mais... Parce que tu parles. Ouais, mais non, mais je voulais un peu défendre l'atmosphère. Allez, dis-moi qu'on s'attarde pas. C'est surtout pour moi, pour savoir sur quoi il faut que je revienne. C'est plus que pour... On n'est pas là pour faire une évaluation, je m'en fous. Alors, l'idée, c'était que la plupart des gens étaient, entre guillemets, retranchés au fond d'une grotte.
La caverne. La caverne, sans qu'il puisse s'en échapper, par un jeu de projection d'une autre réalité faussée ou altérée par un groupe de personnes qui voulaient les maintenir dans cet état. Et l'idée de Socrate, c'était d'amener les gens à quitter cette espèce de... Comment on pourrait appeler ça ? De projection afin d'aller vers l'extérieur qui signifierait un peu la vérité, un peu entre guillemets ultime. Et du coup, Socrate, son travail, c'est de sortir de la grotte, voir ce qu'il y a à l'extérieur et ensuite de revenir auprès de ses compatriotes et autres habitants afin de les pousser à faire son chemin. Et c'est la partie la plus délicate du truc. J'aurais peut-être dû te demander de faire un dessin par contre, tu vois. Ça, j'avais pas pensé. C'est pas grave. J'adore. Quoi, t'as honte, toi? De quoi? T'as honte? Non, j'ai pas honte, mais c'est pas d'une qualité extraordinaire non plus. On va pas s'en aller. Voilà. Parfait. Bon, bah c'est bon, c'est ça. Du coup, c'est la dernière fois que tu passes. Non, mais c'est après. Alors, du coup, c'est comme c'est un dialogue, c'est toujours des dialogues de Platon. Et du coup, bon, ouais, je vais faire le dialogue, mais c'est pas... Voilà. Donc c'est Socrate qui commence à parler, évidemment, il n'y a quasiment que Socrate qui parle, l'autre est là un peu pour faire... Voilà. Maintenant, repris, je représente-toi de la façon que voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés. Et eux, vous avez... de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête, la lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles. J'ai oublié le feu, qui est important. Là, il n'est vraiment pas à l'échelle. Le feu. C'est un feu, ça? Alors, hop là. Il faut aussi faire du soleil. De quoi? Le soleil, ça va très bien à faire. Ça allait très bien, je sais pas compris. C'est pas grave. C'est pas grave, et voilà. Je vois cela, dit-il. Ça, c'est Glaucon. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toutes sortes qui dépassent le mur et des statuettes d'hommes et d'animaux en pierre, en bois et en toute espèce de matière, naturellement parmi ces porteurs. Les uns parlent et les autres se taisent. Voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Et là, Socrate dit quelque chose d'important, il dit « il nous ressemble ». Donc Socrate nous dit bien « ça, c'est nous », quoi. C'est pas, c'est pas eux, c'est nous. Ouais, c'est nous. Ils se mettent dedans. On est tous, c'est nous, quoi. Donc c'est à nous d'essayer d'en sortir, quoi. Notamment parce que Socrate, on le sait, une des citations les plus célèbres de Socrate, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, quoi. Et c'est commencer par comprendre qu'en fait tu ne sais pas, que c'est la démarche que tu as à faire justement pour aller vers le savoir. Parce qu'a priori, on ne veut pas savoir. C'est la suite du truc. Donc, ils nous ressemblent, répondis-je. Et d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face? Donc, voilà, ils n'ont jamais rien vu d'autre que les ombres que projettent. Et comment observa-t-il? S'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie. Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même, sans contredit? Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient? Il y a nécessité. Donc, en gros, il est clairement en train de dire que si les bonhommes qui étaient attachés, les ombres projetées, s'ils pouvaient dialoguer entre eux, ces ombres-là seraient leur réalité. Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passait devant eux? Non, par Zeus, dit-il. Assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. C'est de toute nécessité. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance.
qu'on détache l'un de ses prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. En faisant tous ces mouvements, il souffrira. Là, c'est important. En gros, il est en train de dire, qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, un de ces prisonniers... Donc là, on considère que ces personnes-là vivent dans une réalité qui leur est projetée, qu'ils sont inhérents. Qu'est-ce qui va se passer si du jour au lendemain, on en tire un, qu'on ne fait pas donc le chemin de manière progressive jusqu'à la connaissance, mais que du jour au lendemain, on le met devant et qu'on lui dit, voilà, c'est comme ça, la réalité, elle est comme ça, on t'a menti, c'est ça. Et bien il nous dit, il va souffrir, ça va être délicat. D'ailleurs, dans d'autres traductions, il montre bien, il dit, ça lui éblouit les yeux, etc. Il n'est pas capable de voir, quoi, parce que c'est tellement gros et tellement difficile à accepter, d'autant plus quand on a été éduqué d'une telle manière ou d'autre, et par rapport à tout ce qu'on nous enseigne, et que c'est trop compliqué. Donc il faut y aller petit pas par petit pas. Voilà, c'est juste là en fait. Et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste? Si enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige, à force de questions, à dire ce que c'est. Ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé et que les ombres qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant? Donc là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça veut dire que les personnages qui ont une réalité projetée qui est en fait fausse, à partir du moment où on va les sortir, on va essayer de leur tenir un nouveau discours et donc de changer les représentations qu'ils avaient jusqu'ici, eh bien, ils ne vont pas être à même d'accepter le réel tel qu'il est, parce qu'ils vont se dire, bah non, j'ai toujours évolué, j'ai toujours vécu avec ces représentations et ces schémas-là, donc il n'y a pas de raison que ce qui m'a été présenté jusqu'ici soit plus faux, ou plus vrai en tout cas, que le réel qui nous est présenté là. Donc en fait, leur réalité, même si on leur montre que leur réalité est apparemment fausse, mais ils ne vont pas avoir envie d'y croire si c'est trop rapide. Ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé et que les ombres qu'il voyait voilà, tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant? Beaucoup plus vraies, reconnut-il. Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés? N'enfuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder? Ne croira-t-il pas que ces derniers sont réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre? En gros, lui, il a tout le temps regardé TF1. Un jour, on lui a dit « Oh, TF1, c'est quand même pas génial », mais il s'est dit « Oh, bah, je vais quand même retourner à TF1 parce que ça me paraît un peu mieux. » Assurément. Et si, repris-je, on l'arrache de sa caverne par force, qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement et ne se blâmera-t-il pas de ses violences? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tous éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies? Ce qu'il montre aussi à partir de ce moment-là, c'est que du coup, a priori, on n'a pas envie de savoir. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de découvrir. On est bien, t'es dans ton monde, tout se passe bien, t'as pas forcément envie de t'y mettre. Et on pourrait croire, mais si, les hommes ont a priori envie de savoir, etc. Il suffit de prendre l'exemple des enfants, très souvent aussi. Au début, c'est difficile pour eux de se mettre à apprendre à lire, à écrire, à compter. Ils n'ont pas spécialement envie, quoi. Il faut les forcer un petit peu. Et donc, il faut leur expliquer aussi doucement, pas doucement, mais correctement, pourquoi c'est important pour eux. Tu vois. Et il ne pourra pas, répond-il, au moins dès l'abord. Il aura, je pense, besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. Donc là, il nous montre bien qu'il faut du temps avant d'arriver à la connaissance discursive, puis à la dialectique et au vrai. Il va nous falloir du temps. D'abord, ce seront les ombres qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra, affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même que pendant le jour le soleil et sa lumière. Sans doute, à la fin, j'imagine, ce sera le soleil, non ces vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit, mais le soleil lui-même à sa vraie place qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est. Donc c'est pour ça que la caverne elle est en pente, parce que c'est difficile, il faut gravir, il faut faire ce chemin, et il va falloir prendre du temps pour le faire. Nécessairement, dit-il. Après cela, il en viendra à conclure, au sujet du soleil, que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne. Évidemment, c'est à cette conclusion qu'il arrivera. Or donc, se souvenant de sa première demeure, de la sagesse qu'on lui professe, et de ceux qui furent ses compagnons de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouira du changement et plaindra ces derniers? Si, certes. Et s'ils se décernaient alors entre eux,
Honneur et louange, s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de l'œil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par là étaient le plus habiles à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme fut jaloux de ces distinctions, et qu'il porta envie à ceux qui parmi les prisonniers sont honorés et puissants? Ou bien, comme le héros d'Homère, ne préférera-t-il pas 1000 fois n'être qu'un valet de charrue, au service d'un pauvre laboureur, et souffrir tout au monde, plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait? Je suis de ton avis, dit-il. Il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et aille s'asseoir à son ancienne place. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil? Assurément si, dit-il. En gros, pour faire très clair, il vient de voir la lumière, et si on le remet dans la caverne, il va forcément se rendre compte. Comment il s'appelait déjà poète communiste des années 50. Bref, qui disait l'ignorance ne s'apprend pas. Et c'est ça en fait. C'est juste qu'à partir du moment où on sait, et on ne peut pas revenir en arrière. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne, on a vu, et s'il lui faut entrer de nouveau en compétition pour juger ses ombres, avec les prisonniers qui n'ont point quitté leur chaîne, dans le moment où sa vue est encore confuse, et avant que ses yeux se soient remis, or l'accoutumance de l'obscurité demanda un certain temps long, n'apprêterait-il pas à rire à ses dépens, et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter. En gros, quand il va revenir, ce sera une risée, puisqu'eux sont habitués à cette réalité-là, à la réalité qu'il leur est projetée, ils vivent dedans, ils n'imaginent pas qu'il y en ait d'autres. Et donc quand il va revenir essayer d'apporter un discours nouveau, tout le monde va rire, et c'est typiquement la posture du sophiste. C'est-à-dire qu'on va ridiculiser l'autre, plutôt que de tenir compte du discours qu'il nous apporte, on va en rire, on va le mettre de côté, on va dire ouais c'est un illuminé, etc. Voilà. Sans aucun doute, répond-il. Maintenant, mon cher Glaucon, c'est presque terminé. Maintenant, mon cher Glaucon, repris-je, il faut appliquer point par point cette image à ce que nous avons dit plus haut, comparer le monde que nous découvre la vue au séjour de la prison et la lumière du feu qui éclaire à la puissance du soleil. Quant à la montée dans la région supérieure et à la contemplation de ces objets, si tu la considères comme l'ascension de l'âme vers le milieu intelligible, tu ne te tromperas pas sur ma pensée. Bon, là, il y a des termes plus compliqués, en gros, il explique juste que le monde intelligible, c'est à l'extérieur de la caverne, et le monde tangible à l'intérieur, mais ça n'a pas trop d'importance pour nous. Puisqu'aussi bien tu désires le connaître. Dieu sait si elle est vraie. Pour moi, telle est mon opinion. Dans le monde intelligible, l'idée du bien est perçue la dernière, et avec peine, mais on la peut percevoir sans conclure quelle est la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau en toute chose. Donc l'idée du bien est première dans le monde intelligible. Qu'elle a dans le monde visible engendré la lumière et le souverain de la lumière, que dans le monde intelligible, c'est elle-même qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence, et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique. Donc Socrate va nous dire le plus important, c'est le bien et l'idée de bien. Il y a une idée de bien qui régit en fait l'ensemble de ce qui est bien au niveau particulier, et qui va donc donner aussi la vérité et le bon, etc. Je partage ton opinion, dit-il, autant que je le puis. Eh bien, partage-la encore sur ce point, et ne t'étonne pas que ceux qui sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines, et que leurs âmes aspirent sans cesse à demeurer là-haut. Cela est bien naturel si notre allégorie est exacte. C'est en effet bien naturel, dit-il. Mais quoi, penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme qui passe des contemplations divines aux misérables choses humaines ait mauvaise grâce et paraisse tout à fait ridicule lorsque, ayant encore la vue troublée et n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, il est obligé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres et de combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même. En gros, il est juste en train de nous dire, eux, ils ont cette réalité-là qui leur est donnée et ils sont en train de débattre de ces ombres. Et l'autre est ridiculisé juste parce qu'en fait, il leur dit il y a une troisième voie, en gros, et ils sont dans une pensée binaire. On nous dit c'est soit la droite, soit la gauche, et lui, il arrive en disant mais non, c'est pas ça le sujet, quoi, c'est pas le problème, quoi. Le problème il se pose ailleurs et c'est pas comme ça qu'il faut. Et c'est tout le travail de la dialectique d'essayer de montrer justement qu'il ne faut pas s'arrêter à une pensée binaire, mais essayer de voir quel est le processus qui engendre ces choses-là. De toute façon, ça on y reviendra forcément dans la vie. En effet, repris-je, un homme sensé se rappellera que les yeux peuvent être troublés de deux manières et par deux causes opposées. Par le passage de la lumière à l'obscurité,
donc quand on rentre dans la caverne, et par celui de l'obscurité à la lumière. Et ayant réfléchi qu'il en est de même pour l'âme, quand il en verra une troublée et embarrassée pour discerner certains objets, il n'en rira pas sottement, mais examinera plutôt si, venant d'une vie plus lumineuse, elle est, faute d'habitude, offusquée par les ténèbres, ou si, passant de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat. Dans le premier cas, il estimera heureuse en raison de ce qu'elle éprouve et de la vie qu'elle mène. Dans le second, il la plaindra. Je vais un peu vite parce que ça n'a pas trop d'importance là. Et s'il voulait rire à ses dépens, ses moqueries seraient moins ridicules que si elles s'adressaient à l'âme qui redescend du séjour de la lumière. C'est parler, dit-il avec beaucoup de sagesse. Il nous faut donc, si tout cela est vrai, en conclure ceci. L'éducation n'est point ce que certains proclament qu'elle est, car ils prétendent l'introduire dans l'âme, où elle n'est point, comme on donnerait la vue à des yeux aveugles. Ils le prétendent, en effet. Or, repris-je, le présent discours montre que chacun possède la faculté d'apprendre, et l'organe destiné à cet usage, et que, semblable à des yeux qui ne pourraient se tourner qu'avec le corps tout entier des ténèbres vers la lumière, cet organe doit aussi se détourner avec l'âme tout entière de ce qui naît, jusqu'à ce qu'il devienne capable de supporter la vue de l'être et de ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être, et cela, nous l'appelons le bien, n'est-ce pas? Et du coup, ce qu'il nous montre à la fin, c'est que voilà, tout le monde est à même de philosopher, tout le monde est à même de réfléchir, tout le monde est à même de construire tout ça, ou au moins d'y prendre part, en tout cas, c'est ce qui est sûr. Et c'est même essentiel d'y prendre part, puisque c'est ce qui fonde la vie politique. Donc, à partir du coup de l'allégorie, on distingue aussi trois postures. Donc, on a évidemment la posture du philosophe, donc on l'aura compris. Le philosophe, il a recours au logos, donc, qui se traduit assez difficilement par discours et raison. Donc, on garde le terme de logos, parce que c'est l'ensemble et qu'on n'a pas de mot en français qui correspond à ce terme-là. Et donc, c'est la recherche par le logos, raison et discours, la recherche de la vérité en passant par autrui, donc par le dialogue. Et donc, il apparaît aussi qu'il y a la philosophie est nécessaire pour tous, et c'est là-dessus que conclut Socrate dans l'allégorie. Juste par contre, si ça vous intéresse, il y a la suite de l'allégorie. Parce que là, j'ai pas le temps d'y venir, mais ça peut être intéressant de lire à. Qui note, personne note. Bon, Ali, tu notes, toi, donc si ça t'intéresse, je te le donne. À 533A, 534A. Comme ça, tu n'as pas besoin d'acheter la même édition. Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, de la nécessité de faire de la philosophie pour tous. Et en premier lieu, et c'est là que la philosophie, encore une fois, est profondément révolutionnaire, c'est à partir du moment où elle est faite par tous et avec tous. C'est cette citation de Wittgenstein que j'aime beaucoup, où il nous dit faire de la philosophie entre philosophes, c'est comme si les boulangers faisaient du pain que pour les boulangers, quoi. Ça n'a pas d'intérêt en fait finalement. La philosophie, elle existe et elle est profondément révolutionnaire et elle a tout son intérêt à partir du moment où elle est rendue populaire et où chacun peut y accéder et y prendre part. Alors que lorsque elle se cantonne à des chapelles universitaires, eh bien, il ne se passe plus rien, parce que quand on peut travailler les thèses les plus révolutionnaires qui soient, commencer par Hegel ou Marx, mais à partir du moment où on travaille dans une chapelle universitaire, où on est tout seul à faire une thèse que 5 personnes vont lire, pas grand intérêt, quoi. À part... non, ça ne faut pas dire de gros mots. Alors... Et c'est d'ailleurs ça aussi qui rend la philosophie à la fois certes utile, mais quand même aussi dangereuse. Et c'est bien pour ça que de Socrate à Rousseau et bien d'autres ont été assassinés ou ont été condamnés à mort. Et ce n'était pas pour rien, et on va y revenir parce que c'est le thème de ce cours aujourd'hui. Quelle heure il est ? Ça va. L'important est dans le discours. Trop souvent on a l'impression, je vais revenir, mais trop souvent, on a l'impression que pour modifier les choses et qu'il y ait de l'action, eh bien, il faut bouger, se manifester, etc., donc faire de l'agitation, alors qu'en fait, on se rend compte au fil de l'histoire que ce qui transforme vraiment les choses, eh bien, ce sont les mots, et c'est pas pour rien, mais on va y revenir. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est la première posture, la posture du philosophe, donc on l'aura compris, qui tente donc, de rechercher la vérité. À côté de cela, et en parallèle, se dessine donc la deuxième posture, celle du sophiste, qui peut être confondue
avec le philosophe. C'est tout le problème. Dans le sophiste, qui est un dialogue que Platon consacre donc à définir ce qu'est le sophiste, dès le début, il nous met en garde et il nous dit il est possible de confondre le philosophe, le sophiste et le politique, parce qu'a priori ils utilisent les mêmes outils, c'est-à-dire les mots, c'est-à-dire la langue, et le discours, pour essayer de convaincre. La différence, c'est que le sophiste, il va avoir recours à l'émotion, il va avoir recours au rire, etc. Il va avoir recours à l'illusion, et donc en gros, tous les coups sont permis. Le sophiste, c'est celui qui, sur le ring, a le droit de vous mettre des coups dans les parties, alors que vous êtes obligé de rester dans les codes, quoi. Et donc ça marche pas, parce que le philosophe a une ligne claire qui est la recherche de la vérité. Il ne peut pas se permettre de dire tout et son contraire. On l'avait vu au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un des principes clés de la logique philosophique, c'est ce principe de non-contradiction. Et or, le sophiste peut, à tout moment, dire tout et son contraire. C'est pas le problème. L'important pour lui, c'est de l'emporter dans le débat. C'est ce qu'on voit tous les jours, c'est le clash, et c'est pour ça que beaucoup de philosophes ont toujours refusé d'aller à la télé, ce n'est pas pour rien. Parce que ce qu'on recherche en permanence, c'est le clash, c'est qui a dit quoi, qui a dit le bon mot, qui a fait ça, on s'en fout. L'important, c'est est-ce que le dialogue peut avoir lieu, et est-ce que on peut aboutir à quelque chose de commun, comme on l'a vu, encore une fois, dans cette relation entre l'autre et le vrai. Alors que le sophiste, lui, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, il y avait une petite vidéo qui avait été faite avant que j'ai eu le temps de la faire. Il y a juste un peu plus d'un an entre Étienne Chouard et Jacques Attali, pour ceux qui connaissent, qui est à Ce soir ou jamais, qui est très instructive à ce niveau-là, puisque Jacques Attali, on va revenir en fin de cours, si j'ai le temps, use énormément de la sophistique, là où Chouard, pour ceux qui le connaissent et pour l'avoir rencontré personnellement, est quelqu'un de très honnête et essaie simplement de défendre ses idées, et Jacques Attali lui saute dessus directement avec des arguments absolument sophistiques qu'on verra tout à l'heure, et donc il a le droit à tout de toute façon, et de par sa posture en plus, il ne s'en gêne pas. Et donc on voit là aussi apparaître la nécessité des distinctions et des divisions en philosophie. Et donc on va y revenir aussi par rapport à la langue, puisque c'est la langue qui produit ces distinctions et ces divisions. Et là donc on voit la nécessité de montrer que le philosophe, le sophiste et le politique ne sont pas le même, car on aurait trop tendance à les confondre. Et donc reste une posture qui est la posture, on va dire ici, de l'ignorant, présent ici, non pas ignorants dans le sens complètement bête et qui savent rien, mais en tout cas qui n'ont pas fait ce chemin, qui ne sont ni philosophes ni sophistes. Et donc l'ignorant, l'apprenant, il est en fait en devenir. Donc quelque part, ce que nous dit Socrate aussi à la fin, c'est à chacun de faire le choix. Est-ce que je choisis, parce que c'est plus simple, une fois que j'ai vu quelque part le réel et la vérité, est-ce que je choisis d'envoyer des ombres aux autres et de faire de la publicité et des journaux TV, ou est-ce que je décide de consacrer ma vie à faire autre chose, quitte à ce que ce soit compliqué, et quitte à ce que j'en sois ridicule ou mise à l'écart, mais si ce que je prétends défendre c'est la vérité, qu'est-ce qui est plus important? Voilà. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est est-ce que je préfère faire le choix? Il y a un autre choix aussi qui est possible, encore une fois, sans être sophiste, etc. Il y a le choix de se dire, eh bien, plutôt que d'aller voir la vérité, je préfère me cantonner au mensonge où je sais que c'est pas bien clair, mais je préfère pas voir. Je préfère avoir, c'est un adage, je dis souvent, plutôt un mensonge qui rassure qu'une vérité qui dérange. Voilà. Bon, tout ça aussi, ce qu'on voit, c'est que ces postures, du coup, elles se dessinent de par le recours au langage, de par le recours à la langue, surtout, et que donc les mots sont des armes et des outils qui peuvent tant faire le bien que le mal. D'ailleurs, Gramsci, qui est un philosophe, quand je perds les dates, c'est une catastrophe. Bon, en tout cas, 20e siècle, ça c'est sûr, nous explique d'ailleurs que l'hégémonie du système capitaliste eh bien, se produit à partir du moment où il y a une adhésion au discours de la classe dominante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette classe dominante, qui existe, qu'on le veuille ou non de toute façon,
et produit une idéologie dominante à partir d'un certain type de langage, on va y revenir, d'un certain type de langue et de mots, et bien, à partir du moment où on y adhère, c'est-à-dire où nous on accepte cette aliénation, c'est-à-dire d'employer les mêmes types de représentations que ce qui nous est donné, pour donner un exemple que je prends souvent et qui est assez parlant à mon avis, c'est accepter d'enfermer le travail à l'emploi, ce qui est une erreur absolue. Et c'est dramatique. Sauf qu'à partir du moment où on accepte nous-mêmes de cantonner le travail à l'emploi, et ben ça veut dire que moi je travaille jamais, donc je ne sais pas ce que je fais de mes journées. Voilà, bon, tout ça pour dire voilà, que là encore une fois il faut s'en émanciper, parce que on ne peut pas lutter contre cet ennemi-là, si tant est qu'on va le considérer comme un ennemi, mais on ne peut pas lutter contre lui avec ses propres armes, c'est ça le problème, quoi. On ne lutte pas contre quelque chose avec les outils qu'il vous a donnés, ça ne fonctionne pas. Et les mots sont les outils les plus importants, et c'est pour ça que ce sont des armes de la même manière qu'on peut faire des choses à quelqu'un avec les mots, et on peut faire tuer quelqu'un, ou on peut montrer nos sentiments à quelqu'un et lui montrer qu'on l'aime rien qu'à partir des mots, donc c'est essentiel. Et donc les mots construisent notre réalité. La dernière fois j'avais déjà produit cette distinction. Le réel et la réalité, on voit ici la distinction fondamentale. La réalité, elle est construction. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, il y a des livres sur le constructivisme, etc. très intéressants, l'école de Palo Alto. Notez l'école de Palo Alto, il y aura suffisamment de livres. Et donc cette réalité, elle est construction. Donc c'est à partir des mots que l'on a, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que très souvent on pense que bon, il y a de la pensée, elle est là, elle se balade quelque part, et bon, on met des mots dessus. Non, c'est faux. C'est parce que vous avez suffisamment d'outils, suffisamment de vocabulaire et suffisamment de mots que vous allez être à même de construire une pensée qui se tient. Et surtout de la communiquer, parce qu'encore une fois, il faut bien se rappeler que c'est avec les autres. Parce qu'on peut faire, ah oui, moi j'avais plein d'idées, mais quand je la retranscris, ça donne pas bien. Ouais, mais on s'en fout, parce que la vie sociale, l'important c'est que tu arrives à les retranscrire. Donc plus tu vas avoir de vocabulaire, et plus tu vas avoir ces outils-là, mieux ce sera pour t'exprimer clairement. Et toutes les personnes qui ont du mal à le faire savent très bien la difficulté que ça peut représenter quand on a envie de transmettre des idées, sans que ce soit dans le domaine philosophique ou politique. Ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine du couple, quand on n'est pas à même de s'exprimer correctement et d'employer les bons mots, ça crée des litiges. Donc voilà, le réel il est donné, il est brut, le réel il est ce qu'il y a devant nous, et donc indépendamment de nous a priori, donc il existe, sauf dans les théories idéalistes, etc. Donc vous pouvez vous y référer notamment à Berkeley qui explique que par exemple cette table, à partir du moment où notre regard n'est pas porté dessus, ben, elle n'existe pas. Bon, je ne partage pas, mais bref, le réel est donné, il est là, il est brut, mais la réalité, elle est de quelle manière on va voir cette table? Est-ce que moi je vois cette table de la même manière que vous? Est-ce qu'on peut en dialoguer? Bon, là je prends l'exemple de la table, comme ça ne fait pas polémique, mais évidemment c'est sur l'ensemble des sujets. Attends, nickel. C'est jusqu'à quelle heure? 21h15, après on fait des questions. D'accord. Ah ouais. Donc du coup, j'y reviens. Et ce qui construit notre réel, ça va être un peu politique encore, mais je me souviens de cette femme qui a mis en commentaire qu'elle voulait assister au cours, mais elle ne voulait pas que ce soit politique. Malheureusement, tous les philosophes ont été politiques parce que de fait, la politique, je l'ai dit la dernière fois, ça ne se résume pas aux professionnels de la politique. Donc j'y suis pour rien, la politique on en fait là, j'en fais tous les jours, vous en faites tous les jours, c'est nous. Donc je suis désolé, ça va être politique, donc elle, si elle ne veut pas être politique, eh bien, d'ailleurs elle n'est pas là, et donc elle reste enfermée chez elle, elle n'est pas politique, ça ne pose pas de problème. Mais donc, prenons des exemples assez connus pour certains, mais parce qu'ils sont très bien, je les ai repris. Je pense notamment aussi aux charges sociales, quand on est dans un combat, quand on essaie de lutter. Si on considère que les charges sociales, c'est très embêtant, alors qu'en fait c'est ce qui paye nos hôpitaux et nos écoles. Évidemment, on n'a pas envie de les récupérer, on n'a pas envie qu'il y en ait des charges sociales, on a envie de s'en libérer. Moi, les charges, j'ai pas envie de les garder. Par contre, les cotisations sociales qui font que, contrairement aux États-Unis, quand je suis malade, je peux être soigné. Si j'ai un accident, on m'emmènera à l'hôpital, on ne me laissera pas crever sur le bord de la route. Je trouve ça plutôt intéressant.
La démocratie, encore une fois, j'en ai parlé la dernière fois, mais c'est important aussi de constater qu'aujourd'hui, de toute façon, il y aurait des tas d'exemples, puisqu'aujourd'hui, Gramsci a raison, voilà, on est complètement aliéné. Et donc la plupart de ce qu'on nous renvoie, on fait la guerre pour la paix, ce genre de choses, quoi. Donc c'est un petit peu étonnant. Bref. Et, La guerre sans aimer. de quoi la guerre sans aimer. Et qui est une phrase de Malraux quand même à l'origine, mais bon, tant pis. Et il y a aussi des divisions, même si bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, je m'en fous, mais c'est... il faut faire très attention aux divisions dans la langue. Je pense notamment à la féminisation absolue de la langue qui n'a aucun sens. Par exemple, écrivaine n'a aucun sens. Colette, qui pendant des années a fait partie des grands écrivains, aujourd'hui fait partie des grandes écrivaines. Vous voyez ce que ça resserre? Ça n'a pas d'intérêt. Ça ne change rien à sa qualité d'auteur, parce que sa qualité sociale n'est pas la même que sa qualité privée. On s'en fout qu'elle ait des ovaires, ce qu'on sait, c'est qu'elle est très bien écrite. Donc à partir du moment où c'est dans la sphère sociale, ça change absolument tout. On ne se définit pas dans la sphère sociale par rapport à notre activité sexuelle. C'est évident, mais comme aujourd'hui on confond tout, ben là c'est pareil, on n'a pas besoin d'importer les grands écrivains. Et il y a des sages-femmes hommes qui sont super, ben voilà, c'est pas le problème, c'est leur qualité sociale. J'ai pas bu en fait. Bref. Et de la même manière, voilà, notre réalité peut être très transformée, donc les mots, là encore, ont leur importance. Moi, je le vois de par mes activités, de par aussi ce qui m'intéresse, notamment en psychologie, en hypnothérapie, etc. On sait que énormément de souvenirs peuvent être créés, donc c'est un des gros problèmes de la psychanalyse d'ailleurs, c'est que on a recréé des souvenirs à des gens qui probablement n'existaient pas, quoi. Mais sauf que pendant 100 séances, on vous dit « Ah, votre mère, quand vous étiez petit, peut-être qu'à un moment, ça travaille et on construit un souvenir qui était faux. » Et c'est dramatique et c'est extrêmement dangereux. Mais c'est la preuve, encore une fois, que d'un, l'inconscient est extrêmement créateur et que de deux, les mots sont extrêmement importants. De la même manière, les mots, l'important c'est de bien considérer que ce sont des outils. Et comme tout outil, eh bien, on peut en faire autant de bien que de mal. L'outil en soi, c'est pas un problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Une Kalachnikov, on peut même libérer des gens avec une Kalachnikov. Ça paraît dramatique, mais c'est le cas. Donc c'est un outil, et ça dépend dans les mains de qui elle est, quoi, la Kalachnikov. Si c'est dans la main du soldat de GI, on sait quoi. Ou la politique. C'est un outil. On peut en faire du bien comme du mal. Ouais, c'est juste que c'est dans quand même un champ plus vaste, quoi, du coup, parce que ton action est de fait politique, quoi. Mais, ouais. Et qu'est-ce que je disais? Bref, voilà, en tout cas, l'outil, mais même un couteau, une arme, etc., tu peux tuer quelqu'un ou sauver la vie de quelqu'un avec un couteau. On s'en fout, ça dépend de qui détient. Donc voilà, le rapport, le sujet est toujours en rapport avec... L'objet, pardon, est toujours en rapport avec le sujet. En soi, il n'est pas... ça n'a jamais tué personne, un couteau tout seul, sinon on mettrait le couteau en prison. Donc, de la même manière qu'il y a, l'importance des mots encore une fois, des phrases performatives, me faites pas rire, des phrases performatives, c'est le faire, ou le type de phrase, par exemple pour le mariage, concrètement il se passe rien, mais on a juste décidé par les mots que vous étiez mariés, et c'est fait. Et donc du coup, c'est là qu'on voit la force du mot, parce que le mot change tout. Et j'avais un autre exemple que je viens de perdre. Vous n'avez pas d'exemple par hasard de phrases performatives comme ça? Donc à partir du moment où c'est dit, en droit notamment, le droit est l'exemple absolu du lieu où à partir du moment où on dit c'est fait, c'est pris acte, alors qu'en fait, concrètement il ne se passe rien, quoi. C'est juste les mots qui permettent de faire en sorte que ça se passe. Ce qu'il faut bien distinguer aussi, c'est la langue du langage. C'est pas la même chose. Le langage, c'est notre capacité à pouvoir avoir une langue et à émettre, je sais pas, un certain type de son, etc. Ou d'ailleurs, c'est une erreur, puisqu'il y a le langage des signes, etc. Alors que la langue, c'est vraiment une construction du monde. Donc la langue, c'est-à-dire qu'elle va venir diviser et distinguer des choses qui, a priori, sont unies, puisque si on n'a pas la langue pour les distinguer et les diviser, on n'est pas à même de le faire. Donc la langue, c'est une construction du monde. Donc chaque langue est importante et il y a une certaine manière de penser qui va avec cette langue. C'est pourquoi c'est essentiel de bien comprendre et de maîtriser un certain nombre de vocabulaire aussi. Et tous les linguistes le savent. D'une langue à une autre, on ne pense pas pareil.
Parce que on n'a pas les mêmes représentations, encore une fois, et on n'a pas la même construction du monde. La réalité qu'on s'est construite à partir de notre langue n'est pas la même. Et ça se remarque très bien chez nous. Ne serait-ce que de lire les philosophes français ou anglais, on voit très très vite une différence sur la représentation du monde. Autre chose, du coup, c'est se méfier donc, de ce qui est bien connu. Hegel nous dit ce qui est bien connu, parce qu'il est bien connu, est mal connu. C'est fondamental, parce que très souvent en philosophie aussi, on pense que d'entrée on va arriver et on va parler des grandes abstractions, du bien absolu, du bon, etc. Non, du tout, c'est pas ça. On va justement s'intéresser à ce qui est a priori bien connu, parce que le bien connu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mal connu finalement. Exemple récurrent qu'on voit à travers de la philosophie, une table. Qu'est-ce qu'une table ? On pourrait se poser la question, a priori tout le monde sait ce qu'une table. À partir du moment où on essaie de la définir, par contre, est-ce qu'une table elle a 4 pieds ? Visiblement celle-là non, donc on ne peut pas la définir par la structure. Est-ce qu'une table elle est en bois ? Il y a des tables en métal. Est-ce qu'elle est carrée ? Il y a des tables rondes. Donc qu'est-ce qui définit la table ? A priori ça paraissait si simple de définir la table, et quand on creuse, plus ça va, plus on se rend compte qu'en fait c'est hyper compliqué d'avoir une définition de la table claire. Et d'ailleurs on en parlait la dernière fois, c'est extrêmement difficile. La dernière fois on essayait de définir planche. Et ben c'est pas si évident que ça. Et donc c'est là qu'on voit que, encore une fois, c'est très concret et qu'il est essentiel d'y revenir. Parce que là, je prends des exemples qui ne seront pas polémiques, évidemment exprès, mais quand c'est des sujets beaucoup plus importants, il y a intérêt à ce que l'on soit en adéquation ensemble là-dessus, parce que sinon, ça change absolument toutes nos représentations et on ne peut jamais être d'accord. De la même manière, j'en parle plus. Non, c'est juste là, parfait. De la même manière que la dernière fois j'avais fait le schéma où je m'étais trompé de sens pour le 6, mais où, vous vous souvenez où il y avait un... Je vais le faire correctement cette fois. Alors... Réfléchis avant. Ouais, c'est ce que je fais. Mais oui, ce là il faut que je le fasse à l'envers, du coup... C'est bon. Voilà. Ou du coup... C'est un 9. On voit pas bien. Du coup... Oui... Du coup, lui voit un 6 et lui voit un 9. Et si le changement de point de vue, et s'il n'y a pas d'échange qui se produisent, bah les deux ont raison en un sens. Lui, il voit très bien un 6, il a raison, lui voit un 9, il a raison. L'important, c'est quel point de vue on adopte et est-ce qu'on en dialogue. Est-ce qu'on n'essaie pas de muter et de voir est-ce que ça peut pas être un 6 ou un 9 selon là où on se situe. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus pour ceux que ça intéresse, et c'est rare que je dise que c'est intéressant ce qu'il fait, donc on en profite. Chez Lyotard, qui est un de ses plus grands concepts, qui est le concept du différent, où il montre que justement, il y a cette nécessité que du fait d'un point de vue qui n'est pas en adéquation, eh bien, il y a énormément de quiproquos qui peuvent se créer, etc., juste parce qu'en fait, on n'est pas sur la même ligne, quoi, tout simplement. Chez qui ça te dit ? Lyotard, L-Y-O-T-A-R-T. Et donc on voit aussi l'importance en philosophie à la fois de l'observation, puisqu'il va falloir être fin observateur, aussi du point de vue que l'on adopte, et de l'analytique et du synthétique. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup d'analytique, c'est-à-dire l'analytique aller dans le détail, dans la spécificité, dans la spécialité, mais toujours en revenant au synthétique et à la synthèse, parce que l'un sans l'autre n'ont absolument pas de sens. Alors, je vais vous lire. Combien de temps il reste ? On est bon. Du coup, je vais vous lire un poème d'Hölderlin. C'est surtout pour la fin. On n'a pas le temps que je le reprenne en entier. Donc je vais surtout m'attarder sur la fin parce que ça me semble important. Donc c'est Amphorée de Hölderlin, que vous pouvez trouver dans les œuvres complètes, et c'est tout, parce que malheureusement il n'est quasiment pas édité sur internet, il n'y a rien sur Hölderlin. Il était trop intéressant pour qu'on s'intéresse à lui, probablement. On a préféré Norman fait des vidéos. Voilà. Alors, bref, d'ailleurs ça me fait penser, on s'en fout mais j'ai envie de le dire, que Hölderlin, Schelling et Hegel étaient dans la même chambre d'internat quand ils étaient jeunes, ça devait être fabuleux, franchement, je ne sais pas si vous imaginez, mais bref, moi ça me fait rêver. Bref, chacun ses tripins. Alors, du coup, le poème. Mais l'homme habite en des cabanes, on revient les cavernes, c'est magnifique, habite en des cabanes, cache sa pudeur sous un vêtement, car plus intime est aussi plus prudent et veillé sur l'esprit. Comme la prêtresse sur le feu du ciel, c'est là sa raison. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on va faire la suite.
Et s'il a libre arbitre et plus grand pouvoir de faillir et parfaire, lui semblable au Dieu, s'il a le plus, c'est une mauvaise traduction en plus, s'il a le plus dangereux des biens reçus, l'homme, la langue, c'est pour qu'à créer et détruire et se perdre et revenir à l'éternelle vivante, à la maîtresse et mère, il témoigne que ce qu'il possède par héritage, il l'a appris d'elle, son plus divin bien, l'amour tuteur de toutes choses. Que nous dit Hölderlin? Il nous dit que donc la langue nous rend semblables au Dieu, et tout comme l'entrée de la Genèse est écrit, au commencement était le Verbe, c'est essentiel encore une fois. Hölderlin nous montre bien que la langue est probablement le bien le plus riche que l'homme a acquis, parce qu'avec la langue il peut créer, il peut détruire, se perdre et revenir à l'éternelle vivante, et que la langue, chose encore plus importante, témoigne de ce qu'il possède par héritage, c'est-à-dire que c'est la langue qui permet de transmettre et de créer de la culture. Et encore une fois, c'est ce qui nous différencie des animaux malgré tout, c'est-à-dire que l'homme s'inscrit dans une histoire, s'inscrit dans un héritage, et que par la transmission, eh bien, justement, on crée tout ce qu'on a pu créer aujourd'hui, et tout ce qui a été rendu possible de la même manière que les arts évoluent de par l'héritage, sauf à une certaine période où l'on décide que l'héritage n'a plus d'intérêt, et que donc on fait table rase de tout, et qu'on fait de l'art contemporain. Et finalement, c'est dramatique, parce que le problème, c'est que c'est vrai. Heureusement, là où il faut garder espoir, c'est qu'il y a d'autres séquences historiques où cela se produit, même si elles sont moins violentes que celle-ci. Et l'histoire, finalement, nous permet toujours de voir le jour et de voir des jours meilleurs apparaître malgré tout. Mais ce problème d'héritage est essentiel. De la même manière que des expériences ont été faites, j'en parlais avec Dominique Pagani, je ne l'ai pas cité dans l'heure quand même, et des expériences ont été faites, et en Afrique, a priori, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, on est arrivé dans des peuplades qui n'avaient jamais écouté de musique occidentale, et donc on allait leur faire écouter Bach et Michael Jackson. Et donc a priori tout le monde se dit ils vont préférer ce qui leur plaît le plus, quoi. Et c'est évident, puisque chacun fait ce qui lui plaît, chacun a son truc et chacun aime ce qu'il aime. Et sauf qu'en fait pas du tout, parce qu'ils préféraient tous Michael Jackson. Pourquoi? Parce que pour apprécier Michael Jackson, il n'y a pas besoin d'héritage, parce qu'il n'y a pas besoin de travail préalable, il n'y a pas besoin d'enseignement qui fait qu'il y a eu tout cet héritage et qui va nourrir aussi le jazz après, parce que quand on apporte Michael Jackson en Afrique, on leur fait boire du Coca-Cola. Quand on apporte Bach en Afrique ou en Amérique du Nord, on obtient le jazz. Il y a une petite différence, c'est net, qui fait que l'héritage est essentiel. Alors, du coup, oui, pour terminer, j'aimerais revenir du coup sur certains pseudo-arguments rhétoriques et sophistiques qu'on entend régulièrement. J'en ai sélectionné quelques-uns. On va pas tous les faire. Il y a un livre très bien fait que tout le monde peut-être pas, mais que les gens connaissent, qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, où il en donne un certain nombre. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas présents dans le livre, que j'ai ajouté ici, et parce que c'est des choses qu'on entend très régulièrement et qui n'ont absolument aucune valeur argumentative. Et donc à la fois c'est bien pour se mettre en garde contre les sophistes qui les utilisent, en tenant compte évidemment que ça c'est une partie de la sophistique, mais pas tout. C'est pas parce qu'on aura débusqué 2-3 arguments, le sophiste a recours, il a le droit à tout. Donc à partir du moment où c'est dans la langue, il peut tout faire. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que malheureusement les philosophes perdent à la fin de l'histoire. C'est la seule histoire qui finit mal. Et c'était la note joyeuse du soir. Et oui, et aussi se mettre en garde à la fois nous-mêmes pour éviter d'utiliser, même si parfois c'est difficile. Bon, il y a des trucs aussi, ça dépend à quelle échelle on les utilise et dans quel moment. Si c'est pour avoir raison sur votre femme, évidemment, vous pouvez les utiliser. mais c'est le seul cadre où bref, on est autorisé. Non, mais voilà, se mettre en garde soi aussi, parce que parfois, sans s'en rendre compte,
on les utilise alors que ça n'a aucune valeur. Le premier, il est la vérité relative, c'est-à-dire le chacun son truc. Hein, on entend souvent, ouais, mais chacun son truc, lui c'est son truc et c'est sa vérité. Ah oui, mais si c'est ça, si sa vérité à lui, c'est d'exterminer des gens, ben, moi ça me pose un petit peu de problème en fait, quoi. Donc, la vérité, elle ne peut pas être relative. Peut-être qu'on ne peut pas la toucher, mais en tout cas on peut essayer de l'acquérir et c'est un dialogue permanent. C'est ce qu'on a vu au long de ces 2 cours. C'est nécessairement dans le dialogue. Donc non, c'est pas chacun son truc, et c'est pas pour ça qu'on va se taper dessus. Au contraire, c'est justement le contraire. C'est que les gens, quand je leur dis ça, pensent ah bah ouais, du coup tu respectes pas l'autre et tout. Mais non, mais au contraire. Justement, on va en parler, quoi. On va essayer de voir et on va essayer de déterminer, parce que ce qui est intéressant, c'est quel dialogue nous est-ce qu'on peut avoir et sur quoi on peut se mettre d'accord. On en revient encore à ça. C'est juste ça. Alors que tout le temps on entend ouais, mais chacun son truc. Moi j'aime ça, donc il se pose même pas la question de savoir pourquoi il aime, quoi. Mais bizarrement, tu aimes parce qu'on t'a appris à l'aimer, mais sinon, bref. Et voilà, ça c'est le premier. Si jamais je vais trop vite, par contre. Ouais. Le deuxième argument rhétorique fallacieux, le recours au passé. Argument de type oh, mais de tout temps on a fait ça, donc je vois pas pourquoi. De tout temps il y a eu un roi, donc je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. De tout temps, machin, bref. Ou ça fait de quoi on mangeait de la viande. Ça fait 200 ans que le capitalisme existe, donc on va tenter de le réguler, on va quand même pas l'abolir, c'est embêtant, bah oui, parce que comme ça existe depuis 200 ans, autant se le taper 100 ans de plus. Donc ça n'a aucune valeur, surtout que, encore une fois, l'histoire contredit absolument tout ça. À aucun moment les choses restent figées, et ça n'a pas d'intérêt. Troisième argument rhétorique fallacieux, qu'est-ce que j'ai écrit ? Le juste milieu, j'ai écrit un truc en dessous, je ne vais pas l'en lire, c'est pas grave. Donc l'argument du juste milieu, c'est celui qui dit c'est juste parce que c'est au milieu, alors qu'en fait c'est l'inverse. Le juste milieu, il est parce qu'il est juste et pas parce qu'il est au milieu. C'est-à-dire que il suffit pas en gros de couper au milieu pour que ce soit juste. Non, c'est parce que ça va être juste que justement là on pourra parler de juste milieu. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. De quoi ? C'est juste. C'est juste le blanc en fait. Et non, l'important voilà, c'est de bien comprendre qu'en fait la décision qui va être prise, l'important c'est qu'elle soit juste et c'est là que ça partagera les choses correctement. En gros le milieu c'est le partage. Et donc c'est à partir du moment où c'est juste qu'il y a un partage qu'il l'est. Et c'est pas parce qu'on prend le milieu et qu'on coupe la poire en deux que forcément c'est juste. Quatrième argument, mais bon, très connu, argument du talion, donc œil pour œil, dent pour dent. On va peut-être pas s'étendre pendant trop longtemps là-dessus. Toutes les études montrent par exemple que parce que quelqu'un a fait du mal, on le condamne pour qu'il ait fait du mal, parce qu'il a fait du mal, et au final ça change que dalle. Il y avait des... Je ne sais pas si certains connaissent ça. Il y avait des tribus africaines où à partir du moment où quelqu'un avait fait du mal, je ne sais pas si ça allait jusqu'à l'assassiner ou quoi, mais en tout cas, quand il l'avait fait, la personne était présente au milieu de la tribu et la tribu lui disait tout le bien qu'il pensait de lui pour essayer de le revaloriser et faire en sorte que justement il n'occupe plus cette place-là et qu'on le réintègre. Et bizarrement, ça fonctionne mieux. Du coup, sixième argument, l'attaque ad hominem, très connu, très utilisé aussi. C'est-à-dire, pour arriver sur un plan logique simple et abstrait, A, donc telle personne A, affirme que B. Si A n'est pas dans l'adéquation absolue, imaginons que telle personne dénonce à propos de telle autre une certaine chose, et ouais, je prends pas d'exemple parce qu'après j'en ai assez dit, donc j'ai que des exemples qui m'aident pas après quand la vidéo est diffusée. Bref, telle personne dénonce tel autre sur tel point, on va lui reprocher de lui-même de ne pas être en accord sur ce point. Alors on s'en fout parce que de toute façon, si ce qu'il dénonçait sur tel autre est juste, ça ne change rien au fait que lui il n'ait pas vécu comme ça. Donc ça c'est pas d'importance. Et puis il y a la réduction aussi ad hominem, et qu'on entend souvent par réduction ad liquerum aussi, ou au moindre truc, il n'y a pas d'argument, le point Godwin, etc., ce genre de choses, tout ça est septième argument du coup, le recours à progrès absolu aussi, hein,
qui va de pair avec celui de tout temps. Voilà. Le recours au progrès absolu, c'est temps plus 1, donc bien, quoi. C'était pas hier, c'est aujourd'hui, donc c'est mieux. Ça n'a aucune valeur, ça dépend quoi, ça dépend où, ça dépend entre les mains de qui. C'est pas parce que c'est aujourd'hui que c'est mieux. C'est typique le truc qu'on entend en 2015, comment on peut dire encore des choses comme ça. Et, ben, on peut le dire parce que c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux. Vous m'arrêtez si jamais je vais trop vite. 8e argument, la charge à la preuve. Quelque chose d'assez classique aussi, là encore je ne prendrai pas d'exemple, je ne veux pas en donner, mais j'en ai assez comme ça. Mais telle personne affirme A, et il va vous dire prouve-moi le contraire. Alors qu'en fait c'est celui qui affirme qui a amené la preuve, quoi. C'est pas à vous d'amener la preuve de ce que vous récusez a priori juste parce que l'autre l'a donné comme existant, quoi. Et le 9e argument, le faux dilemme. Alors le faux dilemme, est-ce que je termine là-dessus? Non, c'est dommage. Le faux dilemme, c'est donc, on vous offre que la possibilité. Je vais prendre le même exemple parce que comme ça au moins on reste dans les clous, ça va te plaire. Soit A, soit B. Donc l'exemple c'est soit par exemple pour la retraite, soit il faudra travailler plus, soit il faudra supprimer la retraite. Pas du tout. Donc ni l'un ni l'autre finalement. On pourra travailler moins et avoir des retraites, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est juste pour l'exemple. Comme j'en ai beaucoup parlé, pour ceux que ça intéresse, surtout en vidéo, ils iront voir les travaux de Bernard Friot, parce que moi je ne vais pas m'étendre, c'est pas le sujet. Mais comme ça se passe bien mon exemple, j'en suis content. Donc du coup le faux dilemme, c'est on ne vous présente que deux hypothèses tout le temps, on est encore dans la binarité, c'est soit blanc soit c'est noir, quoi. Il ne peut pas y avoir de dialectique, donc c'est l'anti-dialectique par excellence. Au lieu d'analyser le processus, prenons par exemple qu'on va analyser qu'est-ce qui donne un chêne à partir du gland et qu'est-ce qui fait que ce gland devient chêne, etc., et qu'on l'analyse complètement, et bien on va s'arrêter simplement à ben, le gland c'est ça, le chêne c'est ça, on va faire des parties. Alors qu'en fait on nous fait croire que du coup penser et réfléchir ce serait simplement mettre des cases et donc avoir une idée, puis deux, puis trois, alors qu'en fait la réalité c'est que ça fait ça, quoi. Il y a un retour en arrière qui se nourrit pour aller un peu plus loin, et qui revient et qui repart sans cesse. Il n'y a pas de séparation, et toute la dialectique elle tient là-dedans. Et c'est pour ça que le mouvement dialectique nous dépasse et que l'histoire est dialectique. Parce qu'il y a un moment, il y a des stades, il y a des césures, il y a des crises, où de toute façon on n'échappera pas au mouvement de l'histoire et qu'il y aura un changement, comme je l'ai dit des tas de fois, et qui est la thèse marxiste par excellence. Et j'emmerde ceux qui disent que mon cours est trop engagé. Il y aura un passage de l'esclavagisme au féodalisme, et du féodalisme au capitalisme, et la suite, je vous la laisse deviner. 10e argument. Les 13, c'est beau. L'homme de paille, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire extrapoler l'argument de l'adversaire. Donc l'adversaire va donner un argument et l'autre en face de lui va faire des comparaisons douteuses et va extrapoler, va élargir. Je repense d'ailleurs à ça, par exemple pour le tirage au sort dans le débat entre Jacques Attali et Étienne Chouard. Quand Étienne Chouard parle du tirage au sort, Jacques Attali direct lui coupe la parole, déjà, c'est bien, et puis dérive vers des trucs, oh mais on va mettre n'importe qui, oh mais ça n'a pas de sens, oh mais c'est n'importe quoi, sans que Chouard ait l'occasion d'expliquer que non, pas du tout, quoi. Mais non, mais là on extrapole et du coup on fait peur aux gens, puis comme il y a 10 minutes pour parler, parce que c'est vachement bien la télé, eh bien, il n'y a pas moyen de s'exprimer. Et donc d'un seul coup, l'idée qui allait être développée et qui allait être donnée, et qui pouvait être intéressante et qui est une idée qu'on n'entend pas souvent, et bien d'un seul coup, elle est remplie de comparaisons douteuses et on nous dit ah mais vous vous rendez compte, c'est pas sérieux. Mais comme si c'était un argument, ou comme moi c'est un argument de dire vous vous rendez compte, c'est pas sérieux, on va mettre n'importe qui au pouvoir, vous voyez ce que cet escroc vous dit, attaque ad hominem, etc. Puis on n'en finit pas, donc dans ces cas-là ça sert à rien de débattre. C'est d'ailleurs pour ça souvent que je ne réponds pas non plus aux commentaires sur Facebook, parce que ça ressemble souvent à ça, donc ça n'a pas trop d'intérêt. 11e argument. Celui-là, tu l'appelles l'homme de paille? Ouais. Mais Pourquoi? Je sais pas. Moi, ah d'accord.
c'est sûrement qu'il y a une raison, mais là j'ai pas le temps d'y réfléchir, sinon il va y avoir un blanc, donc il faut pas. Non mais 11e argument, l'anecdote. L'anecdote, c'est pas qu'elle est fausse en soi, c'est que c'est antirationnel, encore une fois, c'est juste que c'est pas un argument en fait, quelque part. De dire, je connais quelqu'un qui un jour. Oui, c'est bien, mais ça change rien quoi. Par contre, Alice, c'est la dernière fois. Et il est 15 et on termine, c'est magnifique. 12 arguments rhétoriques fallacieux, le 12e et dernier. Le consensus par la question. C'est-à-dire que là, eh bien, on va faire une série de questions à partir du moment où l'autre a parlé. Au lieu de lui répondre, on va faire une série de questions pour l'emmener de plus en plus loin du sujet et que finalement, on apporte des nouveaux arguments sous forme de questions. Alors, encore une fois, Jacatelli est merveilleux. Sous forme de questions, de sorte à ce qu'on ne parle plus du sujet dont il était question au départ et que donc l'autre se perde. Et c'est aussi la meilleure technique pour faire en sorte que l'autre s'énerve et celui qui s'énerve, il a perdu. Donc, on a le droit de lui taper dans les parties, mais surtout, il n'a rien le droit de dire. Voilà, c'est terminé. Et pour les arguments rhétoriques fallacieux, voilà. Donc, j'aimerais juste insister voilà, sur ce qu'on a vu là brièvement, et à la fois tant sur la notion d'héritage que sur la notion de réalité et de représentation, et de bien comprendre que très souvent on nous dit « Oh, mais c'est pas grave, on n'a pas le même mot, mais on a la même idée ». Ah, mais comment tu veux le savoir que tu as la même idée? Et moi, comme je ne peux pas communiquer avec toi, a priori, aussi bien par télépathie que ça, même si je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas pas par des mots, donc ça devient compliqué de créer une réalité surtout commune à partir du moment où on n'est pas à même de se mettre d'accord sur les mots. Et il faut bien comprendre aussi qu'on ne peut pas sortir concrètement de la caverne sans se désaliéner des mots qu'on nous donne et avec lesquels on essaie de se battre, alors qu'en fait, ce sont les outils de l'adversaire, quoi. Ça, c'est dramatique. Et enfin, prendre conscience voilà, que par les mots, on structure la pensée et que plus il y aura de vocabulaire, plus il y aura d'organisation de la pensée, plus il y aura de lecture. C'est pour ça que la lecture est fondamentale, même si les contenus vidéo, etc. peuvent être intéressants. On produira cet héritage et on fera en sorte de déverrouiller la marche en cours qui est de détruire tout héritage et de faire une non-culture en tout cas de la table rase. Voilà.